Bonjour, bienvenue dans notre webinaire euh, bimensuel. Nous allons reprendre l'ensemble du processus de recherche d'un poste idéal. On s'est concentré aujourd'hui sur deux sujets essentiels qui sont comment utiliser LinkedIn, puisque c'est devenu vraiment l'organe de passage obligé. Et puis, on va parler d'un sujet qui est l'ennemi numéro un de la recherche de job, qui est la procrastination. Et puis on répondra à des questions, il y en a beaucoup aujourd'hui, donc ça va être passionnant. Alors je regarde si tout le monde est bien arrivé. Charlotte, qui est ma collaboratrice, posera les questions tout à l'heure. Le nom des personnes qui les ont écrites, elle me signale qu'on a fait le plein, donc on va démarrer directement. Alors je rappelle pourquoi nous sommes là. Nous sommes là parce que vous avez un besoin urgent dans les mois qui viennent. Ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être plus, selon votre horizon de temps. Si vous êtes en poste, vous pouvez vous dire, moi je veux d'ici la fin de l'année avoir trouvé un autre poste, parce que je n'aime pas mon entreprise, ou bien si vous partez à la retraite, je veux d'ici 1 an, 2 ans, me positionner comme senior advisor à mi-temps dans une belle entreprise qui va utiliser mes compétences, etc. Donc chacun a un horizon de temps différent. Si vous êtes au chômage, vous êtes pressé. Au début, vous avez le temps, vous avez un délai. Mais si vous vous rapprochez de la période finale, ça devient angoissant, donc il faut aller vite. Alors, rappelons les 5 étapes, car je ne sais pas si vous êtes en phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5. Bon, ça s'adresse à tout le monde. Certains d'entre vous ont déjà dépassé la première et deuxième étape, et sont dans la troisième. Bon, on va aborder cela comme si on reprenait l'ensemble. Je dis cela d'autant plus que ce n'est pas linéaire, c'est-à-dire que ce n'est pas dans le temps 5 étapes et puis on oublie la précédente. C'est un cercle, c'est circulaire. On commence par l'auto-évaluation, qui est la première étape, où vous avez l'obligation, l'ardente obligation de savoir ce en quoi vous êtes bon. Et très souvent, c'est le paradoxe de la vie, on est trop modeste sur ses qualités. Alors, il y en a qui sont au contraire, qui dévoilent des qualités qu'ils n'ont pas. Ça, ils n'ont aucune chance parce qu'ils vont être démasqués très rapidement. Mais il faut un juste milieu. Et dans l'auto-évaluation, vous avez vos compétences qui résultent parfois de vos études, prolongées par une dizaine d'années d'expérience. C'est la moyenne minimum pour suivre ce programme. Ça peut être 7, enfin, une dizaine d'années. Vous êtes des cadres expérimentés ou des cadres supérieurs, ou même des dirigeants, et vous désirez passer un moment avec moi pour que je vous conseille, en tant qu'ancien chasseur de tête international, que je vous conseille sur une façon d'optimiser votre recherche d'emploi. Et même d'être PDG, c'est un emploi comme un autre. C'est le top exécutif de l'entreprise, mais c'est un employé, d'une certaine façon. Alors, très souvent, la partie la plus difficile de l'auto-évaluation, c'est de reconnaître ce que les autres trouvent en vous d'exceptionnel. Alors, si vous êtes marié, vous pouvez demander à votre femme, elle sera, ou à votre mari, elle sera subjective. Elle donnera des qualités qu'il faut vérifier. Donc, vous demandez à vos amis, vous demandez à vos anciens patrons, si vous avez gardé de bonnes relations avec eux, ils vous diront très objectivement, vous êtes bon pour ça, à mon avis. Et en plus de vos connaissances techniques, de vos connaissances d'un secteur donné, de la chimie, ou de la finance, ou de la banque, ou dans les services informatiques,
Vous avez une technique que vous connaissez, vous savez comment ça fonctionne, vous savez comment vendre aux clients, vous savez comment résoudre des problèmes. En plus de ça, il y a votre personnalité. Vous êtes-vous bien rendu compte si vous aviez de la persévérance, du leadership, du charisme? Est-ce que vous influencez les gens? Est-ce que les gens vous apprécient? Est-ce que vous êtes trop timoré? Est-ce que vous êtes trop timide? Est-ce que on parlera tout à l'heure de procrastination comme étant l'ennemi numéro un de la recherche de job, mais est-ce que vous abandonnez vite lorsque vous êtes découragé? euh, euh, on vous dit non, vous dites bah, ça y est, je ne tournerai jamais, vous généralisez, vous avez des pensées négatives. Donc votre personnalité, c'est un tout, et il y a deux, trois traits que les gens apprécient dans votre personnalité. C'est ces traits qu'il faut vendre. Ensuite, et c'est là que j'ai remarqué auprès de vous, par expérience concrète, j'ai remarqué que le ciblage, qui est la phase numéro 3, qui consiste à mettre votre personnalité en relation avec des entreprises qui ont besoin de quelqu'un comme vous, est un vrai problème. Or, ce n'est pas vous qui déterminez ça, c'est le marché qui va déterminer ça. Ça va se passer au cours de l'interview. Dans l'interview, ou dans la lecture que feront les gens, ceux qui arrivent à une interview digitale, si je puis dire, les gens vont dire, celui-là, il a telle qualité, et c'est lui qui va décider, c'est pas vous. Ceci étant, vous pouvez anticiper. Et vous allez donc procéder à la phase 3, qui est le ciblage des, on ne peut pas en prendre plus de 30, 40 sociétés, et on peut renouveler pour remettre au niveau de 30, parce que vous aurez eu des réponses soit négatives de votre côté, parce que vous trouvez l'entreprise pas intéressante, soit de leur côté, parce qu'ils ont choisi quelqu'un d'autre, ou qu'il n'y a pas de réponse. Vous choisissez donc 30 sociétés, et j'ai remarqué que les gens ne savent pas comment choisir ces 30 sociétés. Alors, j'ai donné une astuce qui consiste à dire il y a 30 sociétés dans mon secteur, celui où je suis à l'aise, je suis en situation de confort. Par exemple, un des membres de cette équipe connaît bien la gestion de patrimoine, la gestion de fortune. Bon, ben, s'il va dans une dizaine de sociétés de gestion de fortune, il trouvera des gens qui ont le même dialogue, les mêmes vocabulaires, les mêmes problématiques, et il parlera tranquillement, en tout confort, en toute sérénité, de son métier. Donc je vous dis, prenez 10 sociétés qui vous plaisent, dont l'environnement paraît correct, qui est bien recommandé, qui a de bons clients, et vous proposez vos services au niveau approprié, en cherchant d'abord la société, ensuite les individus sur LinkedIn. C'est pour ça que le problème LinkedIn est essentiel. La deuxième liste de 10 ou 15 sociétés à ajouter, c'est des gens qui correspondent à votre personnalité, à vos valeurs. Ce n'est pas parce que vous connaissez bien tel secteur comme la chimie que, comme directeur commercial, vous allez être employé dans la chimie. Vous pouvez très bien passer à d'autres secteurs, B2B, de vente industrielle, parce que c'est le processus de vente qui domine dans cette compétence. Vous avez une compétence de vendeur, vous êtes extraverti, vous prenez des contacts facilement. Bon, ben, c'est votre personnalité qui va déterminer la liste de sociétés. Et là, vous allez prendre les sociétés qui sont en expansion. Et une société en expansion a besoin de commerciaux. Et si vous estimez être un excellent directeur commercial, vous pouvez proposer vos services. Alors, c'est peut-être pas le moment, ce sera peut-être dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, ou ne l'oubliez pas, quand vous contactez quelqu'un, il peut être la source d'un job dans une autre société, parce que
les patrons se rencontrent entre eux, ils sortent, ils ont des amis. Et bien, moi, j'ai eu le cas d'un beau-frère qui était au chômage. Il était dans la vente publicitaire. Hein, c'était le Reader's Digest, pour ne pas le nommer. Ils vendaient des pages publicitaires. Et je déjeune avec un copain. Et je lui dis comment ça va. Alors, il me dit c'est une tuile m'arrive. Je viens de perdre un de mes 3 directeurs commerciaux. Et c'est empoisonnant parce que le chiffre d'affaires dépend des 3 directeurs commerciaux. Et je lui dis mais je viens de rencontrer un membre de ma famille. C'est pas par népotisme que je fais ça, mais je te le recommande parce qu'il est un excellent vendeur. Il vendrait n'importe quoi à n'importe qui. Et en plus, qu'est-ce que c'est que la vente publicitaire? C'est vendre à des entreprises des pages de publicité qui coûtent très cher. Il l'a rencontré, il a trouvé qu'il avait la personnalité qu'il fallait, l'élégance, la capacité de pénétrer la clientèle. Il l'a recruté, il y est resté 7-8 ans. Et après, il a fait carrière dans une autre société industrielle. Donc, je fais le point, c'est quand vous contactez quelqu'un dans un ciblage, si vous dites non, vous pouvez toujours lui dire qui connaissez-vous parmi vos relations qui aurait peut-être besoin de quelqu'un dans mon profil. Et de toute façon, il le fera, parce qu'il s'échange les noms et les curriculum vitae. N'oubliez pas que ce n'est pas vous qui êtes demandeur, vous vous offrez votre capacité professionnelle, et c'est l'entreprise qui demande des gens pour résoudre des problèmes, qu'ils soient techniques, commerciaux, financiers, administratifs ou autres. Ça, c'est la deuxième liste. La troisième liste, pour arriver à 30 ou 40 sociétés cibles, c'est celle de vos passions. Alors, on n'arrive pas à avoir une dizaine de sociétés, mais on ne sait jamais. Si vous aimez les jeux vidéo, bien allez dans les jeux vidéo. Si vous aimez le sport, allez dans une société d'articles de sport, ou de sponsoring sportif, ou dans des sociétés de services qui sont dans ce domaine. Chacun a le droit d'aller vers sa passion. C'est d'ailleurs là où on est le meilleur. Parce que lors de l'interview, si vous avez une passion, même si vous n'avez pas toutes les qualifications requises, techniques, et puis la personnalité, si est passionnée par tel sujet, vous gagnez 50 points d'un coup. Et vous passez devant tout le monde. Parce que la passion, c'est ce qui guide le monde. Et donc, n'hésitez pas à prendre le domaine de votre passion. Un d'entre vous est passionné par l'Afrique, mais il faut qu'il aille en Afrique. Alors, il a des connaissances techniques énormes, et si on lui offre en France des postes dans son domaine, qui est la logistique, eh bien, il faut qu'il prenne. Mais il a un plan B, celui de sa passion. Alors, moi, je suis prêt à vous aider, mais il faut que j'ai des cas spécifiques. Je ne peux pas faire un logiciel, une martingale qui s'adapte à tout le monde. Mais lorsqu'on me dit, je m'intéresse à tel secteur, je vais chez les concurrents, je vais chez les fournisseurs, je vais chez les organismes de distribution de ces produits, je vais dans des sociétés qui latéralement sont dans cet environnement, je cherche la société la plus passionnante possible. Voilà comment on procède: un plan A, un plan B, un plan C. La phase 4, l'approche, ça, je vous ai indiqué comment on était sur le réseau. Si vous n'arrivez pas à pénétrer dans une société, il y a une façon très simple. Vous prenez le décideur, que ce soit le président, le directeur général ou le DRH, et vous lui envoyez un message qui ne peut pas dépasser, j'ai oublié le nombre de mots, c'est une centaine de mots, 120 je crois. Ils ont peut-être modifié chez LinkedIn. Vous mettez un email dans lequel vous expliquez votre background, vous parlez du problème des entreprises, vous pouvez résoudre dans les problèmes ceci, cela. Si ça mord, ça mord. La plupart des entreprises recherchent, surtout celles qui sont en croissance, recherchent
des gens qualifiés à tout moment. Et ils les stockent. Ils les gardent dans 6 mois, un an. C'est leur actif important. Et puis enfin, vous avez l'interview, phase dont on parlera abondamment, qui doit devenir un entretien montrant votre enthousiasme, montrant votre intérêt pour l'entreprise, montrant vos qualifications, vos expériences, vos résultats. Alors maintenant, on va, dans ce cadre-là, vous vous en doutez, on a parlé beaucoup de LinkedIn. Et il faut dire que LinkedIn, depuis, je ne sais pas si c'est 15 ans, 10 ans que ça existe, est devenu le forum sur lequel on y va pour trouver des cibles, bien sûr, en choisissant des secteurs, en faisant partie de groupes d'affinité professionnelle, de fonctions, de compétences, enfin des divers types de groupes, il y en a des centaines, en utilisant même les demandes d'emploi qui sont de très grande qualité. J'ai eu une surprise absolument énorme. Normalement, les chasseurs de tête ont je ne veux pas dire un mépris, mais ils sont en concurrence intellectuelle avec les annonces et ils s'estiment supérieurs aux annonces parce que ce sont des annonces vivantes qui expliquent directement aux gens, voilà l'entreprise, etc. Donc ils regardent les annonces, ça c'est le passé, c'était il y a 50 ans ou il y a 40 ans. Mais les annonces de LinkedIn sont fichtrement bonnes, elles sont bonnes. Elles sont bien ciblées, et je ne fais pas la publicité de LinkedIn, ce n'est pas mon objet. Donc, utilisez LinkedIn. Alors, nous allons aborder ce premier sujet, comment optimiser LinkedIn. Et je dois dire que j'ai trouvé mes maîtres. Moi, je connaissais LinkedIn de façon assez simpliste, comme chasseur de tête, c'est-à-dire dès qu'on va voir un client ou un candidat, on Google le nom de la personne, on va sur sa référence LinkedIn, on a son background, sa photo, ses diplômes, des points de carrière, c'est plus ou moins bon selon les gens, et au moins on sait qui c'est. Si vous n'avez pas fait ce travail, il faut le faire dans le taxi avant d'aller, ou dans le métro avant d'aller rencontrer quelqu'un. Là, vous savez tout de suite qui c'est. Ça va beaucoup plus loin. Ça va vous permettre, bien sûr, comme je viens de le dire, de cibler, et ça va vous permettre de communiquer avec toutes les personnes que vous aurez sélectionnées comme cible. Dans une entreprise, les décisions sont prises à 4-5 niveaux différents. Vous avez des niveaux opérationnels, c'est-à-dire la personne qui est sur le problème, par exemple commercial, c'est le directeur général de la branche, ou bien c'est le directeur commercial qui vient de perdre, comme je le disais, un de ses adjoints, dans l'exemple que je viens de vous dire, mais ça peut être le directeur des ressources humaines qui, dans une de ses responsabilités, est d'assurer la succession à tous les postes. Et si quelqu'un est parti ou va partir, c'est lui qui doit stocker, si je puis dire, toutes les informations. Et donc il vous recevra et il sera ravi d'avoir quelqu'un susceptible un jour, le plus vite possible pour vous, de prendre un poste. Mais vous avez aussi comme objectif de vous mettre, de vous donner une image, de transmettre des informations sur votre compétence, vos métiers, de le faire directement ou indirectement, c'est assez subtil. Il ne faut pas non plus prendre les gens à la gorge en disant est-ce que vous avez un job pour moi, je viens lundi prochain. Vous pouvez, si vous cherchez quelque chose, le présenter de façon subtile, intelligente, en créant une image de la personne indispensable qui va résoudre un problème de l'entreprise et du décideur. Alors on va aborder ce problème. J'ai trouvé des spécialistes de LinkedIn qui ont écrit des ouvrages sur LinkedIn. Et aux États-Unis, une personne qui a créé un business sur
la chasse de jobs grâce à LinkedIn. Elle ne fait pas que LinkedIn, mais elle a écrit de nombreux ouvrages sur comment utiliser LinkedIn. Je mets ça à votre disposition. Ce n'est pas la peine de réinventer la roue. La personne en question s'appelle Meg Giuseppe et elle a écrit en anglais, mais vous pouvez mettre une traduction sur Google Translate, c'est suffisant pour comprendre. Ceci étant, la plupart des jobs, il faut apprendre l'anglais. Si vous êtes une génération où on ne tolère plus qu'on parle uniquement français. Il faut parler un peu l'anglais, le monde international, la langue véhiculaire de l'Europe, qui était le français au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, mais maintenant est devenu l'anglais. Alors, je vais reprendre un certain nombre de points concernant l'optimisation de LinkedIn. LinkedIn n'est pas seulement là pour enregistrer votre biographie. C'est très important et il faut le faire très bien. Il est là pour véhiculer votre image. LinkedIn est là pour communiquer. Alors, il y a en haut à droite de la page LinkedIn d'accueil, vous avez un choix de services et de produits qui évoluent dans le temps d'ailleurs. Il y en a tous les jours des nouveaux. Donc, je vous engage à regarder les pages LinkedIn, autres que la biographie, la page personnelle, qui peuvent vous servir. Et ainsi, vous inscrire à des groupes, vous inscrire comme candidat intéressable dans des entreprises. Ne pas dire que vous cherchez, c'est pas bon, mais dire que vous écoutez, disons une formule très diplomatique, que vous êtes susceptible de vous intéresser à des changements de carrière, le cas échéant. C'est un peu subtil, mais il faut bien voir la nuance. Si vous vous présentez comme un candidat permanent, c'est pas terrible. C'est la nature humaine. Alors, voyons les divers points. Je ne sais pas si nous aurons le temps de voir les 27 points qu'il faut résoudre sur LinkedIn, mais je les ai notés et je vous laisse réfléchir à ces points. D'ailleurs, je mettrai ça en annexe. Il y aura un état qui décrira ce qu'il faut faire. Alors, par exemple, un des premiers points, c'est lorsque vous donnez votre carte de visite, c'est pas mal d'avoir personnalisé votre URL, au lieu de mettre des chiffres, de mettre votre nom sur LinkedIn, votre nom, enfin, ils ont une procédure. C'est tout de même plus facile de vous retrouver et ça permet de communiquer qui vous êtes instantanément, sans avoir à décrire toute la carrière, toutes vos motivations et toutes les magnifiques choses que vous avez faites. Alors, il faut que votre contenu de profil soit très clair. Et ce n'est jamais assez clair. J'ai vu que les gens ne mettent pas les résultats des actions qu'ils ont entreprises, en oubliant le passé. Quand vous ciblez votre recherche, il faut que vous ayez la capacité de vous servir de LinkedIn pour faire une liste des entreprises de votre secteur, de votre région ou de vos passions. L'erreur, souvent, est de ne pas renforcer ce que vous avez fait dans le passé auprès d'employeurs potentiels. Il faut parler de ces résultats positifs. On n'est pas dans la modestie et dans la discrétion. Il ne faut pas dévoiler des secrets d'État, mais enfin, c'est le troisième point. Il faut renforcer votre marque professionnelle. Une autre erreur, c'est le point 4, les gens qui sont candidats négligent le référencement personnel. Or, c'est très important pour vous d'optimiser votre référencement personnel. Ils ont LinkedIn, par exemple, va vous mettre en deuxième position
en troisième ou quatrième position, selon la qualité de votre référencement. On constate, c'est le point 5, que beaucoup de gens refusent de mettre leurs photos. Ridicule. Vous êtes qui vous êtes, votre visage est l'expression de qui vous êtes. Alors, pourquoi se cacher? Ce n'est pas un concours de beauté, c'est un concours de professionnalisme. Enfin, vous mettez votre photo, il n'y a rien de criminel à cela et d'immodeste. Vous ne donnez pas, bien sûr, votre adresse personnelle, domicile, etc. Vous donnez votre téléphone portable qui vous permet de vous identifier. Il faut que vous ajoutiez tout lien que vous pourriez avoir avec un site web ou un blog que vous avez pour faciliter la transmission d'informations. Ou même, si vous n'avez ni blog ni site web, vous mettez un lien vis-à-vis de votre CV. Il faut que vous mettiez votre titre, vos fonctions, le contenu de vos fonctions à qui vous rapportez sur les marchés et les marchés clés pertinents permettant de bien comprendre et de vous situer professionnellement sur la carte du business. Il faut des recommandations. Évidemment, les recommandations sont un peu des complices. Personne n'a d'illusion. Moi, j'ai fait des recommandations très souvent. Je ne dis que des choses vraies. Et c'est vrai de tout le monde. Si quelqu'un vient vous recommander, vous demander une recommandation, votre ancien patron, par exemple, ben, il va dire, vous étiez directeur régional des ventes pour l'Alsace, vous avez eu de bons résultats. Il ne va pas dire, vous avez eu de bons résultats si vous avez été viré dans de mauvaises conditions. Ce n'est pas possible. Il se déjugerait. Dans l'éthique des affaires, on est obligé de dire la vérité. Donc, vos recommandations, elles sont toutes vraies. Et ayez-en un minimum de 3 ou 4. Une autre erreur qu'on fait sur LinkedIn, c'est pour ça que l'optimisation consiste à les supprimer. On reprend cet article qui me paraît extraordinaire, qui donne de façon concrète à l'américaine toutes les choses qu'il faut faire. Il faut remplir et prioriser régulièrement votre section compétences et approbation. C'est très important parce que ça permet d'avoir une idée générale, sous réserve de vérification lors de l'interview, mais de la part de l'exécutif qui vous recrutera. Il faut avoir un profil étoffé, ça vous en doutez. Il faut une mise en page qui soit graphiquement lisible. Il ne faut pas que ce soit trop serré. Il faut bien relire votre profil, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Vérifiez bien, il y a les correcteurs d'orthographe, mais c'est insuffisant. Il faut bien vérifier, vous faites relire par quelqu'un qui connaît bien l'orthographe, de telle sorte qu'il n'y ait pas de sottise qui tue tout. Une faute dans une lettre, les gens ne voient que ça. Alors, les nouvelles générations ont une tendance, surtout lorsqu'ils parlent de langage informatique, ils parlent digital, mais ils ne parlent plus français. Je m'excuse, c'est le signe de mon grand âge, sans doute. Donc il faut tout relire. Le profil doit être visible pour tout le monde. Vous avez l'option de la confidentialité, si vous mettez confidentiel, personne ne le verra. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que le public le voit. Alors il faut publier des mises à jour régulièrement. Ça paraît évident, ça permet de rappeler à vos relations, à vos interlocuteurs qui vous êtes. Il faut être dans les groupes.
Il faut contribuer si on peut dans les groupes, mais il faut recevoir toutes les informations du groupe. Ça vous permettra de vous mettre à jour de votre profession, de votre fonction. Par exemple, directeur financier. Vous êtes directeur financier. Il y a 5 ans, le directeur financier, c'était celui qui contrôlait les comptes, qui signait les bilans, qui voyait l'expert comptable, qui voyait la banque et qui s'occupait de la trésorerie. C'est toujours ça. Mais c'est plus maintenant. Le directeur financier, c'est celui qui voit tous les risques de l'entreprise. C'est celui qui est l'oreille stratégique de l'entreprise, écoute toutes les tendances, le risque qu'un produit disparaisse ou soit interdit. Et donc, le chef d'entreprise s'attend à ce que le directeur financier le conseille dans des zones qui, financièrement, auront des conséquences, même si ce n'est pas de nature financière. Le directeur financier aussi passe des accords. Si vous avez une licence, un accord de licence avec un autre pays, en Asie ou ailleurs, on demandera au directeur financier de participer à la négociation. Et ça oblige le directeur financier à rentrer dans le domaine des acquisitions, le domaine des négociations boursières, s'il s'agit d'une introduction en bourse, de négocier les emprunts obligataires ou les augmentations de capital. C'est beaucoup plus vaste qu'on le décrivait il y a 20 ans, 30 ans. C'était inclus, mais la tendance maintenant, c'est plutôt ce que je viens de dire que la définition du directeur financier classique. Alors, j'ai parlé des groupes LinkedIn, mais il faut prendre des contacts avec des membres du groupe LinkedIn si vous estimez que vous pouvez apporter quelque chose, ou vous pouvez apporter un article. Vous pouvez aussi, lors des réunions physiques qui existent, des cocktails ou autres, il ne faut pas avoir peur de discuter avec les gens, de prendre contact avec eux, car eux-mêmes sont timides, comme vous, et sont ravis que quelqu'un ait eu le courage de les approcher. Alors, il faut accepter les invitations à rejoindre un réseau LinkedIn si vous êtes proposé. Il faut éviter de demander des faveurs. Quand on invite quelqu'un, c'est gratuit. Et vous pouvez, après, dans d'autres circonstances, demander une faveur ou un service. Il faut se promouvoir au sein des groupes en donnant des informations, en suggérant la lecture d'articles particulièrement pertinents pour le groupe. Il faut accepter de faire des recommandations pour d'autres personnes, comme d'autres ont accepté de le faire pour vous. Il faut chercher des profils d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui sont en croissance, et leur poser des questions. Il y a la possibilité de ce dialogue-là. Une des erreurs consiste à ne rien faire, à garder le profil LinkedIn jusqu'à ce qu'il devienne obsolète. Les gens lisent ça et sont affolés, ils passent au sujet suivant. Ne négligez pas les offres d'emploi LinkedIn. Elles sont tout à fait intéressantes. J'ai raconté précédemment sur cette chaîne YouTube l'expérience que j'ai eue. Je recherchais un trésorier pour une entreprise. Après, j'ai eu une recherche de directeur financier et des personnes absolument remarquables qui n'étaient pas en recherche d'emploi, mais qui étaient ouverts à écouter ce qui se passait sur le marché, ont répondu. Et je me souviens avoir rencontré plusieurs d'entre eux qui étaient numéro 2 d'immenses entreprises, qui faisaient 900 millions, 1 milliard, et qui avaient simplement leur nom pour
voir ce qui se passait sur le marché des directeurs financiers, parce que c'est des postes souvent qui sont vulnérables. S'il y a une fusion, le fonds d'investissement qui rachète l'entreprise, ben, il va mettre un autre directeur financier. Il va vous garder, mais dans un poste subalterne. Une des erreurs qu'indique cet article, que je vous mettrai en annexe, c'est d'être trop prudent. Il faut chercher toutes les informations. Il faut poser des questions si nécessaire. Il faut apporter des services. Il faut répondre positivement aux demandes de recommandations. Voilà, il ne faut pas être prudent. Il faut aller de l'avant et vous servir bien de LinkedIn. Mais la principale chose qu'il faut faire, c'est vous renseigner sur les 20, 30 décideurs d'entreprises qui vous plaisent. Alors, soit qu'elles soient de votre région, soit qu'elles soient de votre secteur, soit qu'elles correspondent à votre passion. Il n'y a pas de vérité. La vérité, elle est qu'il faut aller vers toutes les opportunités. Je dis des annonces, par exemple, ne sont pas bonnes, sauf celles de LinkedIn ou d'autres organes spécialisés. Mais il faut aussi regarder les annonces. J'ai dit, les chasseurs de tête, dont je suis, et je continue à pratiquer, les chasseurs de tête s'intéressent à leur propre recherche pour le compte d'une entreprise. Donc ce serait un hasard formidable qu'au moment où vous cherchez un poste très précis, ils aient une recherche pour ce poste-là. Ça peut se produire. Le hasard fait toujours les choses. Aussi, il faut contacter les chasseurs de tête. Il ne faut pas rejeter cette piste. Mais sachez que les chances de succès d'une démarche chasseur de tête, c'est 10%, 5%, les annonces pareilles. Il faut, en d'autres termes, utiliser LinkedIn pour votre propre recherche. Vous êtes votre propre chasseur de tête. Vous chassez un employeur futur que vous ne connaissez pas aujourd'hui. Cet employeur futur, il est dans LinkedIn. Et c'est vous qui êtes la source volontaire du choix de votre futur job. Ça paraît paradoxal tout ça. C'est bien sûr eux qui décident, mais c'est vous qui choisissez d'orienter votre recherche dans le domaine où vous trouverez quelqu'un qui répond à votre compétence, à votre personnalité et à vos passions. Je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous pourrez me poser. Vous avez mes coordonnées et vous savez que vous pouvez me joindre facilement. Je suis là pour ça. On va passer à un deuxième sujet, qui est un sujet d'ordre psychologique. C'est celui de la procrastination. Alors, procrastiner, je ne sais pas si l'Académie française a ce mot dans son vocabulaire, mais ça veut dire retarder, remettre à demain, ne pas faire, urgence. Alors, on sait que c'est un défaut, comme parfois certains enfants. On dit, il procrastine, il ne fait pas son devoir, il retarde le dernier moment, etc. Nous sommes des adultes. Nous savons très bien ce que nous devons faire. Nous sommes capables de faire des priorités. Mais quand un sujet est très important, on aime bien le mettre de côté et faire 10 choses moins importantes à la place. Alors c'est un sujet sur lequel les psychologues se sont intéressés. Il y en a même un qui, je crois, est de l'université de Calgary, au Canada, c'est loin, et qui a mis en équation ce phénomène de procrastination. Je vous enverrai ça en annexe. C'est un article stimulant. L'équation, pour lui, ça consiste à voir
le degré d'anxiété, avoir le degré d'urgence, avoir l'espoir que vous avez. Et selon les niveaux de ces critères-là, ils déterminent le niveau de procrastination. La peur de l'échec est un des éléments. Les pensées négatives est un deuxième élément qui fait que l'on procrastine. Alors, je ne vais pas faire un cours sur ce sujet, je suis incompétent dans ce domaine, je ne suis pas un professeur de psychologie, mais je sais quelles sont les solutions à la procrastination. La solution numéro 1, c'est de faire un plan hebdomadaire de travail. Il faut le faire, je crois qu'il faut le faire le mieux, c'est de le faire dimanche soir. Dimanche soir, il ne se passe rien, on a fait son sport du week-end, on a vu ses amis. Alors, on peut regarder la télévision et perdre son temps. Enfin, pas nécessairement. Enfin. Mais on peut passer 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, à faire son plan hebdomadaire. Alors, je vous ai transmis un formulaire de plan hebdomadaire de travail lors d'une précédente émission, un webinaire sur ce sujet. Je vais le retransmettre aujourd'hui. C'est une feuille, une page, qui indique les choses absolument nécessaires qu'il faut avoir fait à la fin de la semaine. Alors, vous avez des appels, vous avez des démarches, vous avez des lettres, vous avez des actions. Et là, vous avez priorité numéro 1, priorité numéro 2, priorité numéro 3. Vous réfléchissez bien et vous faites la synthèse de ce qu'il faut que vous ayez fait pendant la semaine. Et vous le faites. Alors, la procrastination consiste à ne pas le faire. Alors, qu'est-ce qui va bloquer? Ce qui va bloquer, c'est les pensées négatives. Ça ne sert à rien, c'est inutile, c'est l'entourage qui vous dit ça ne sert à rien, viens. Bon, certes, ça, vous êtes capable de lutter contre ça. Vous en dites le moins possible à votre entourage, comme ça, il ne vous donnera pas de pensées négatives. Et vous faites la liste synthétique des 8 à 10 choses que vous devez faire dans la semaine. C'est tout. Et vous vous y tenez. La deuxième raison qui fait qu'on retarde, c'est qu'on se dit ça ne va pas marcher. Alors ça, c'est se substituer, au fond, aux événements, aux personnes que vous allez voir, et croire que ça ne va pas marcher. C'est se prendre pour Dieu. Hein, avoir une vision prophétique de l'avenir. Je ne vous demande pas d'avoir de la volonté. Je vous demande simplement de ne pas écouter les pensées négatives et de faire un plan. Si vous avez réalisé les 3/4 du plan, vous reportez les 4 actions que vous avez mis en priorité sur la semaine suivante. Mais au moins, ne terminez pas la semaine sans avoir fait les 3/4 de ce que vous aviez mis dans le plan. Si vous avez une pensée négative sur la possibilité pour vous de prendre un poste, communiquez-la moi et je vous dirai ce qu'il en est. Je suis un consultant qui est capable d'évaluer les possibilités professionnelles de cadre de tous les niveaux. Et je vous dirai, n'hésitez pas, allez-y, n'anticipez pas. Par exemple, une des questions qui est posée là tout à l'heure, on va discuter, c'est est-ce que je ne vais pas avoir une réaction sceptique
de la part de mon interlocuteur si je lui déclare que ceci ou cela. C'est comme ça que j'ai interprété la question. Mais vous ne le savez pas. Vous allez à un entretien, et c'est pour savoir. Vous lui posez la question. Par exemple, je n'ai pas assez de formation et de connaissance de votre secteur. Comment voyez-vous les choses? Est-ce que c'est irrémédiable ou est-ce que, avec 6 mois de formation et d'expérience, je prendrai le train en marche? Et vous pouvez aussi avoir une réaction, je ne vais pas à l'entretien, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Et là, vous anticipez sur des choses que vous ne savez pas. C'est le problème qu'ont tous les gens qui sont timorés face à une situation de vente. Les vendeurs s'en fichent complètement. Ils foncent et puis ils laissent le client décider si la vente se fait ou non. Faites pareil. Ce n'est pas à vous de décider si un poste que vous estimiez raisonnablement couvert par votre expérience et qui vous intéresse est valable. C'est à lui de décider, ce n'est pas à vous. Sinon, la décision, elle sera prise par vous de ne pas vous recruter. Tout ça, simplement, à l'intérieur de votre esprit. Donc, pour la procrastination, ayez un planning, rejetez les idées négatives, n'écoutez personne, foncez. Je vous ai donné l'adage de, je crois qu'il est chinois, méditez-le. C'est un adage sur ce sujet. Il faut, si vous n'avez pas l'expérience, vous l'acquérerez. Si vous n'avez pas la connaissance du milieu dans lequel vous entrerez, ben vous verrez bien, vous vous adapterez. Si vous manque tel point de formation, vous demandez à l'entreprise de vous former sur tel point. Il y a une réponse positive à chaque question négative que vous vous posez. Donc, foncez, ayez un plan, réalisez-le, et la semaine suivante, vous reprendrez les points que vous n'avez pas réalisés et vous en mettrez d'autres. On va passer maintenant à un autre sujet, qui sont les questions que vous avez posées, c'est le plus important. Je vais m'adresser à Charlotte Fontaine, qui est ma collaboratrice, qui m'aide sur tout ce programme Happy Job Consulting, pour poser les questions et j'essaierai de vous donner mon point de vue. Alors, Anne-Sophie a 3 questions. Tout d'abord, comment susciter l'intérêt de l'employeur une fois que l'on a obtenu le rendez-vous? Ça se passe dans l'interview. On ne va pas, une fois qu'on a obtenu le rendez-vous, faire une intervention particulière. Vous avez le rendez-vous, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors vous allez quand même le préparer, ce rendez-vous. Vous allez connaître l'interlocuteur, justement, LinkedIn. Vous allez connaître l'entreprise, ses objectifs, peut-être même si c'est des produits de consommation, vous allez dans les magasins voir ces produits et parler aux vendeurs, voir les prix, voir les produits concurrents. Vous allez vous pénétrer de l'ambiance de l'entreprise. Il n'est pas absurde d'aller au siège pour voir comment est l'entreprise. Parler, si vous connaissez des anciens membres de l'entreprise, mais ça, je fais une checklist qui est excessive, car on n'a pas tous ces renseignements. Mais vous pouvez préparer une entreprise de telle sorte que vous ayez dans l'entretien une conversation sur l'entreprise plutôt que juste des réponses aux questions. Ne vous mettez pas dans l'optique que ça va être un jury qui va vous interroger et il faut donner des réponses. Vous essayerez d'avoir un rapport humain, une conversation, en apportant ce que vous savez, ce en quoi vous êtes compétent, en ayant une personnalité naturelle et en s'intéressant à l'entreprise et en posant des questions sur les sujets que vous ne connaissez pas. Autre question d'Anne-Sophie, comment faire le lien entre ce que vous savez faire et les besoins de l'employeur?
Vous faites un inventaire personnel, secteur, fonction, connaissance de certaines géographies. Il faut voir les situations particulières. Vous faites un inventaire de ce. C'est votre auto-évaluation là qu'il va falloir mettre en branle, bien avoir dans la tête des fiches mentales sur vos réalisations passées. Vous allez être en mesure de chiffrer, de mettre en valeur de façon objective, pas arrogante, sympathique. J'ai réalisé ça, on a obtenu tel résultat, voilà comment j'ai fait. Ayez des fiches bien en tête sur 3-4 réalisations et soyez prêts à anticiper certaines questions. Il y a toute une section sur l'interview, vous aurez probablement vu, où il y a des questions pièges. Préparez vos réponses aux questions pièges. Où peut-on détecter ses besoins en dehors des sites internet? Je crois que les meilleurs renseignements qu'on a sur une entreprise, c'est mon passé de chasseur de tête qui vous le confirme, c'est les anciens. Les anciens cadres, ou même des cadres actuels, tout simplement, avec qui vous avez des contacts, par des façons diverses, des amis d'amis d'amis, mais enfin, tout renseignement qui vous est donné par un individu qui vit la vie de l'entreprise est extrêmement précieux. Internet en donne beaucoup. Vous avez sur YouTube, par exemple, des interviews. Là, il y avait récemment 2-3 interviews de membres de la famille de Bernard Arnault, son fils, le père, qui parlait de sa vie, comment il avait décidé telle ou telle chose, le fils aussi. Ça vous donne une ambiance sur l'entreprise. Et parfois, vous avez même votre interlocuteur qui est un DRH, il a peut-être publié des articles dans la presse. Enfin, il faut faire une recherche tous azimuts. Mais je crois que les anciens sont les meilleures sources. Ensuite, nous avons une question de Agnès qui nous indique « J'ai quelques difficultés à établir ma liste d'entreprises cibles. En effet, je recherche un poste de direction financière dans une entreprise de petite taille, dans une capitale provinciale, Saint-Nazaire. Comment procéder ?» Vous avez des listes d'entreprises qui sont données par chiffre d'affaires, par ordre alphabétique, par nombre d'employés, pour chaque région. Donc, vous prenez la région de Saint-Nazaire, si c'est indispensable pour vous d'y rester, pour des raisons familiales, c'est tout à fait compréhensible. Et vous avez à ce moment-là une cinquantaine d'entreprises de petite taille. Et vous voyez les secteurs, vous en retenez 1, 2, 3, 5, 10, selon la méthode que je proposais. Ensuite, vous avez des entreprises, justement, qui ne sont pas installées à Saint-Nazaire, qui sont dans d'autres parties de France et qui devraient être installées à Saint-Nazaire parce qu'il y a un marché. Vous pouvez déjà prendre contact. Ça, c'est plus novateur. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Dans le métier que je fais, je reçois en permanence des gens qui me disent « Moi, je suis un chasseur de tête en Espagne, au Brésil, etc. » Si je ne suis pas en Espagne ou au Brésil, je suis ravi d'avoir quelqu'un qui se présente comme candidat. Il y a d'autres moyens, c'est de voir auprès des chambres de commerce ou auprès des statistiques qui sont données sur Internet. Vous avez toutes les statistiques d'entreprise et vous examinez chaque entreprise, leurs produits, comme on l'a dit dans le passé. Et pour déterminer leurs besoins, on revient à la question de l'objet de l'interview. L'interview va vous permettre, si vous êtes en contact avec quelqu'un de l'entreprise, que ce soit un ancien élève de votre école qui se trouve dans cette entreprise, il vous donnera les besoins, il saura. Donc vous allez faire une petite étude de marché. Alors, vous pouvez la faire en partie sur Internet et en partie en personne, en faisant une enquête. C'est un peu, vous devenez le détective de votre futur job. Jean-Marc nous dit « Je n'ai rien trouvé à ce jour car ma recherche vient de démarrer.
j'ai une bonne liste de cibles société, mais simultanément, par relation, on m'offre un poste nettement inférieur à celui que je recherche. Je ne veux pas lâcher cette offre certaine, alors que je n'ai aucune certitude de recevoir une offre meilleure. Comment aborder ce dilemme? C'est finalement plus simple qu'on croit. Vous avez deux options. Soit vous dites à la personne qui vous fait cette offre, non, c'est pas ce que je recherche, merci beaucoup, vous êtes formidable, vous pouvez même lui recommander d'autres personnes, gardons des relations. Moi, ce que je recherche, c'est, et vous lui dites exactement ce que vous recherchez. Il y a une chance non négligeable que si vous appréciez, il réfléchisse et peut-être que 6 mois plus tard, il vous fera une offre. Ou il modifiera peut-être le poste. Vous pouvez négocier la modification du poste. Mais ça, c'est l'aspect, je dis non, solution numéro 1. Solution numéro 2, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de vivre, vous prenez et vous continuez de chercher. Alors, il est naïf d'imaginer que celui qui vous recrute ne sache pas cela. Mais vous prenez le poste pour des raisons alimentaires, pour payer le loyer, pour la famille, etc., contribuer aux frais, mais vous continuez activement la recherche. Ça, c'est une autre façon d'opérer. Très difficile de décider de l'un et de l'autre. Il y a des solutions intermédiaires. Par exemple, de travailler à temps partiel pour cette entreprise, de lui fournir 90% de votre compétence en 3 jours, en 2 jours, ou de passer un contrat de consulting, c'est-à-dire de faire le travail qui vous est proposé, qui est à un niveau en dessous, mais vous êtes conseillé jusqu'à ce qu'il recrute quelqu'un pour ce poste. Ça vous permet de gagner 6 mois, 3 mois, 1 an. Voilà. Il y a des solutions plus flexibles. Je ne peux pas vous recommander, ça dépend de la situation, ça dépend de l'intérêt. Vous savez, avec la fiscalité, tous les niveaux de rémunération sont rabotés. Donc, ce n'est pas les questions d'argent qui vont déterminer. C'est simplement, stratégiquement pour votre carrière, mauvais d'accepter un poste 1, 2, 3 niveaux en dessous de ce que vous êtes capable de faire. Si vous êtes capable, et que votre analyse et qu'il faut tel job, c'est tel job que vous devez chercher. Vous n'allez pas prendre un job 3 niveaux en dessous. Vous risquez de vous dévaluer, dans votre CV en tout cas. Mais je vous ai indiqué 2, 3 voies plus flexibles. Mathieu nous demande, le site LinkedIn a une section pour les recommandations. Le processus de recrutement tient-il compte de cette section de ma page LinkedIn, alors que généralement, les recommandations sont rédigées par des amis? J'ai répondu à cette question précédemment, mais voici la réponse. Oui, il faut le faire. D'ailleurs, cet entretien que vous aurez avec des personnes susceptibles de vous recommander, il faut que ce soit des personnes crédibles, des cadres dirigeants, de bonne aloi, et c'est pas mal. Même si on sait, personne ne se trompe, ils ne mentiront pas. Donc ils diront que des choses vraies. Et plus c'est concret, plus c'est précis, plus la recommandation est valable. Car c'est les faits qui sont plus importants que le fait que la recommandation est biaisée par amitié, ou pourrait être biaisée par amitié. Les DRH, les décideurs, eux, sont capables de vérifier tout ça, à l'occasion de prise de référence avec d'autres personnes. Donc les recommandations, c'est une bonne chose, ça permet une entrée en matière, et comme je le je le disais il y a un instant, si ces recommandations sont précises, les gens n'aiment pas mentir et en général ne mentent pas dans ce domaine-là. Très bien. Et une dernière question qui nous est arrivée juste avant le début du webinaire, c'est Philippe qui demande, faut-il avoir une certaine réserve à consulter les profils LinkedIn? Comme la personne en est avisée, cela pourrait-il être mal vu? Et doit-on systématiquement faire un message lorsqu'on consulte un profil? Alors ça m'arrive tout le temps, car moi j'ai l'option de savoir qui consulte mon site. Moi je suis très flatté qu'on consulte mon site. Je suis très content. Et puis, quel mal y a-t-il de consulter le site de quelqu'un? C'est pas être un espion. C'est public, l'information est disponible,
c'est un acte de volonté, un acte de recherche. Moi, je trouve que c'est plutôt validant. C'est pas du tout négatif. Vous avez un candidat, il se renseigne sur vous, bah, c'est normal. De toute façon, il ne va pas se cacher hypocritement et demander à quelqu'un de se renseigner sur son ordinateur avec un autre nom. Tout ça, ça n'a aucune importance dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens savent qu'on se renseigne, qu'on consulte les sites, on connaît votre nom, ben, très bien, on connaît votre nom. C'est plutôt, et en plus, la personne qui reçoit ça est assez contente qu'on ait consulté son site. C'est pas du tout gênant. Mais est-ce que vous attendiez à ce que la personne vous écrive un message pour vous dire pourquoi elle a consulté votre site dans ces cas-là? Surtout pas. C'est hors sujet. Vous ne prévenez personne. C'est public. Si c'était quelque chose de confidentiel, qu'on va approcher par exemple son ancien employeur pour voir si c'était quelqu'un d'honnête, là, il vaut mieux prévenir. Sinon, vos relations risquent d'être obérées, il risque de trouver que cette intervention personnelle sur une relation d'affaires est malvenue et même nuisible. Donc, ça, c'est pas bon. Donc, là, il s'agit d'un processus honnête de recrutement où vous vous renseignez. Il n'y a rien de mal à ça. Bien. Les réponses? Plus de questions. Oui, il n'y a pas eu beaucoup de questions, donc ça va. Alors, je vous recommande la lecture de ces annexes que je vais vous donner sur le LinkedIn et la procrastination. Je vous recommande surtout de le faire, de ne pas procrastiner sur LinkedIn et d'avoir un site à jour, complet, donnant vraiment vos qualités techniques, humaines, vos passions, dites ce en quoi vous pouvez contribuer à une entreprise. Soyez ouverts, soyez clairs, soyez précis sur votre profil, car votre brand, votre marque va en dépendre. On va annoncer bientôt la date de la prochaine réunion. On vous enverra un replay de cette réunion et d'ici là, tous mes voeux de succès dans vos recherches.